pourquoi à un moment donné vous refusez la France? Pourquoi vous refusez les deals de la France? Parce que quand la France sent qu'elle est en train de perdre pied, elle entre en négociation, elle essaye effectivement de vous convaincre de rester avec elle au détriment notamment des Russes. Pourquoi à ce moment-là vous refusez la main tendue de la France? Bon, je tiens juste à clarifier un peu. Nous ne sommes pas contre la France. Nous ne rejetons pas la France. Nous avons des liens historiques entre la France et l'Afrique, entre la France et le Mali. Nous nous exprimons en français. Nous nous exprimons dans leur langue, même quand nous sommes fâchés contre eux, nous le disons en français. Bon, donc je pense que entre les peuples français et les peuples africains, il y a des liens qui sont extrêmement forts. Notre problème, c'est vraiment sur le plan politique. C'est des décisions politiques. C'est des décisions de l'État français qui pose problème par rapport à son attitude vis-à-vis de nous, hein, et en nous traitant d'une façon condescendante, irrespectueuse, et aussi de penser pratiquement que nous ne sommes pas des États souverains, qu'elle peut décider pour nous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Je pense que ce sont ces attitudes-là que nous avons dénoncées. Si la France change de posture, mais nous n'avons absolument aucun problème parce que, comme nous l'avons indiqué, notre engagement avec les pays sont fondés sur 3 principes majeurs que le président de la transition a déclinés, qui sont aujourd'hui des principes constitutionnels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Tout pays, y compris la France, qui observe ces lignes, nous n'avons pas de problème de nous engager avec ces pays, mais ça doit se faire dans la sincérité. On ne peut pas travailler avec le Mali, contribuer à répandre le terrorisme, aider des groupes séparatistes qui cherchent la partition du Mali et en même temps être amis du gouvernement pour la stabilité. Mais le Mali accuse trop la France, le Mali voit trop la France. Est-ce que vous comprenez ce qui formule ce type de critique? Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui le disent. Hein. Bon, nous-mêmes, de plus en plus, on essaie vraiment de ne pas centrer tous nos problèmes autour de la France, même si la France est au centre de beaucoup de problèmes dans nos pays. Parce que c'est la base. Parce que nous, le problème fondamental qu'on a, c'est par rapport à l'unité de notre pays. Et nous savons que la France a une main pour soutenir des groupes qui cherchent la partition du pays. Et bon, et puis on peut se demander aujourd'hui en Afrique pourquoi ce sont les pays francophones qui essentiellement connaissent ces problèmes. Parce qu'il y a une chape de plomb, parce qu'il y a un système jacobin de colonisation qui a été mis en place et qui est différent du modèle dans d'autres pays et qui a laissé des séquelles extrêmement graves, hein, qui font que nos pays sont restés d'éternels adolescents, hein, qui n'ont pas pu grandir et que parce que le contrôle sur nos économies, sur nos systèmes politiques est tellement fort que quel que soit ce qu'on tente pour pouvoir faire là, il y a cette chape-là qui existe quelque part. Mais, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur la France parce que il y a quelques jours, j'étais dans une conférence, je disais la même chose que bon, nous-mêmes, nous sommes comptables. La question, c'est de savoir, est-ce que selon vous, l'arrivée de Macron a changé quelque chose dans l'aggravation des tensions qui existaient déjà entre certains pays africains et la France? Bon, je ne veux pas personnaliser, il appartient à la France de choisir ses dirigeants, de se donner, parce que certains les acteurs français accusent. Mais les dirigeants qui sont là ne connaissent pas, ne comprennent pas l'Afrique et ne respectent pas l'Afrique, ne respectent pas le Mali. Donc, à mon avis, vous savez, dans nos pays de grande tradition, je pense que la façon de faire est souvent aussi importante, sinon plus importante que ce qu'on fait. Donc, quand on respecte quelqu'un dans nos pays, on peut tout obtenir. Mais aussi, nous, Maliens, nous pouvons être très têtus quand quelqu'un décide de ne pas nous respecter et tu peux nous amener dans nos derniers retranchements. Et je pense que certains dans le leadership français sont dans cette posture de penser que par la force, par l'irrespect, on peut obtenir un certain nombre de choses. Je crois que ça ne marche pas avec nos pays. Nous sommes matures, nous comprenons que pour que les pays puissent œuvrer ensemble, on a des intérêts communs et que pour ces intérêts communs, on doit travailler dans la sincérité.
On doit travailler dans la recherche de l'intérêt mutuel. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de dirigeants, pas seulement français, même européens, ont besoin vraiment de prendre beaucoup de recul pour regarder ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la jeunesse africaine. Et la CEDEAO n'avait pas une bonne lecture de la situation. Sa seule lecture était organiser des élections pendant que nous parlions de reconstruire un État. Donc je pense que ces deux visions allaient de manière antagoniste. Est-ce que c'est un problème de lecture? Est-ce que c'est parce que les gens qui ont lu un peu la situation ailleurs, ce sont les mêmes qui ont lu ici? Est-ce qu'il y avait seulement un problème de lecture de la CEDEAO? Il y avait un problème de lunettes, certainement. Il y avait un problème de lunettes parce que nous pensons que c'était des lunettes peut-être françaises ou autres qui étaient utilisées pour regarder notre situation. Il y avait beaucoup d'interférences extérieures parce que le problème que nous avions ici, c'était essentiellement avec l'ancienne puissance coloniale, donc qui instrumentalise nos organisations pour obtenir un certain nombre d'éléments. Donc je pense que ça, ce n'était pas un secret pour nous parce que comme je l'ai indiqué, il y a des responsables qui sont venus nous voir pour nous dire, bon, nous, chassez les Russes et puis dites-nous de combien d'années de transition vous avez besoin. C'est vrai que c'était très pénible, on nous a tapé de toutes parts, on a souffert, le pays a souffert, mais je vois qu'aujourd'hui on commence à sortir la tête de l'eau et que bon, les gens nous regardent différemment et que même le contexte géopolitique est en train quelque part aussi de nous donner un cadre d'action plus favorable. Mais on parle de quoi ? Bon, il y a une cinquantaine de soldats français qui ont perdu la vie ici, je m'incline devant leur mémoire, mais quand on parle des tirailleurs africains, y compris maliens, qui sont morts pour la liberté de la France et de l'Europe, mais c'était dizaines de milliers. Donc, ceux qui parlent, ils doivent aussi se remémorer et connaître leur propre histoire avant de s'engager dans ce type de considération. Donc, mais je pense que ceci dénote encore une fois que les gens ont des attitudes condescendantes vis-à-vis de l'Afrique. Je pense que c'est qu'on nous répond. Est-ce que la France a la même attitude vis-à-vis des États-Unis, qui ont aussi sauvé la France? Donc, je pense qu'on n'est pas dans des considérations de cette nature-là. Et puis ceux qui sont venus, mais ils sont venus pour leurs intérêts. Aujourd'hui, le directeur national du renseignement américain est sorti publiquement pour reconnaître quand même que des pays comme les États-Unis et certainement d'autres pays occidentaux ont apporté un soutien direct à des groupes terroristes. Donc, je pense que ce qu'on dit à l'époque que les gens pensaient qu'on était des illuminés, qui sortaient des bois, aujourd'hui, des officiels américains, y compris leur président et d'autres officiels, commencent à admettre. Nous espérons que, nous, on n'a pas de doute là-dessus. Et ceux à qui on parle aussi savent de quoi nous parlons. Donc, c'est une question d'avoir une session ici et là. Ça veut dire que la France même n'était pas seule. Beaucoup d'autres puissances ont la main dans la constitution, la formation, l'action de ces groupes terroristes. Comme notre président le dit, il ne faut pas qu'on soit naïf. Aujourd'hui, le terrorisme est utilisé comme un instrument de déstabilisation de nos pays. Autrefois, on cherchait des rébellions, on cherchait des manifestations dans les rues, on utilisait les syndicats. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ce qu'ils souhaitent qu'on fasse, mais subitement, ces groupes sont formés, sont activés pour pouvoir... Ça, le terrorisme est essentiellement un objectif politique qui est visé. Si je peux contribuer à faire changer les choses, même en échouant, je me dirais quand même que je n'étais pas spectateur, j'étais acteur, j'ai fait du mieux que je peux que de m'asseoir et de me dire, bon, si j'étais là, j'aurais pu. Donc je pense que pour l'engagement pour nos pays, je pense qu'on ne doit pas hésiter. Quand le pays nous fait appel à des moments, ce pays nous a tout donné. On a été à l'école ici, on a été formé, et puis je me dis, c'est pas moi seul qui prend le risque. Il y a des gens qui meurent sur le terrain au quotidien. Où est-ce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, ils puissent quand même vivre, avoir un avenir, avoir un pays, avoir une patrie. Donc, ce sont des choses comme ça qui résonnent. C'est vrai, dans toutes choses, il y a des risques, mais c'est un pari que je veux bien prendre pour mon pays. Ce que je n'aurais pas pu faire, je pense que d'autres viendront pour pouvoir le faire, mais on ne dira pas que, en tout cas, Abdoulaye Diop était là spectateur, après il a fermé la télécommande, il est parti. D'accord. Voilà. Alors, faisons un peu d'histoire. Je veux qu'on revienne au tout début. Quels est, selon vous, les moments les plus difficiles? Ça veut dire quand vous arrivez, l'État malien est vraiment
en vacillant, acculé de toutes parts, des pressions et tout. Quel a été le moment le plus difficile, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères? Quel est le moment où vous avez perdu le sommeil, où vous étiez dans le doute? Quel est ce moment-là? Bon, il y a plusieurs moments. Bon, d'abord, quand on vient dans ce type de situation, bon, je me disais bien au début que, bon, j'ai été ministre, il n'y avait rien de nouveau. Bon, honnêtement, peut-être que je n'ai pas bien estimé la gravité, la difficulté, la complexité de la situation au début. Et après, je me suis rendu compte que le contexte était fondamentalement différent. Le niveau d'adversité était tellement élevé. Et c'est la première fois que notre pays se trouve aussi à la confluence de tant d'enjeux géopolitiques qui impliquent des grandes puissances avec des moyens extrêmement importants et avec pratiquement des menaces dirigées même contre les dirigeants. Donc ça, c'était un contexte extrêmement difficile. Et un moment aussi, quand on a commencé, il y a des moments où on était seul. Tout seul en tant que ministre des Affaires étrangères, souvent, tu ne sais pas qui appeler. Est-ce que des gens ne vous prenaient plus au téléphone? Est-ce que vous avez des anciens collègues, des anciens amis, diplomates d'autres pays qui ne vous prenaient plus au téléphone? Est-ce que vous avez vécu ça? Bon, c'est arrivé. Il y a d'autres, je peux vous raconter une histoire d'un collègue avec lequel on a fait un parcours que je considérais comme un ami. Mais bon, quand on était sous sanction, il y a un autre collègue d'un autre pays que je ne citerai pas, que vous connaissez déjà d'ailleurs, qui m'a donc reçu après une réunion régionale dans son pays pour une discussion. Mais ce collègue-là, que je considère comme un ami, l'a appelé pour dire pourquoi tu le reçois chez toi. Et il lui a répondu que si c'était toi aussi, je te recevrais. Et malheureusement, ce collègue qui faisait cette remarque a eu aussi un changement institutionnel dans son pays. Il a dû subir la même situation. Donc souvent, mais je pense que ça fait partie. Ça fait partie. Donc, comme je dis, il y a des moments aussi de solitude. Dans ces choses, il y a des gens qui vont certainement tourner le dos, il y a des gens qui changent de position. Mais tout ça n'est pas irréversible parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes que nous fuyons, enfin, nous courons derrière pour chercher, bon, pratiquement, c'est eux qui viennent en sens inverse parce que je pense que nous avions une direction. C'est vrai que c'était très pénible, on nous a tapé de toutes parts, on a souffert, le pays a souffert, mais je vois qu'aujourd'hui on commence à sortir la tête de l'eau et que bon, les gens nous regardent différemment et que même le contexte géopolitique est en train quelque part aussi de nous donner un cadre d'action plus favorable. Alors, il y a eu la CEDEAO. C'était, si vous voulez, le principal point d'achoppement avec la CEDEAO qui voulait une transition expéditive, qui a prononcé des sanctions et tout. Alors, nous, on veut savoir comment ça s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Moi qui fais un peu le tour de l'Afrique, j'ai échangé avec des politiques et tout. Comment ça s'est passé au début avec la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO s'est montrée ouverte ou dès le départ, la CEDEAO n'a pas voulu vous écouter? Bon, je dois dire que la première phase de la transition à laquelle je n'ai pas pris part, après les changements qui sont intervenus, je sais que les premiers pas ont été assez conciliants avec la CEDEAO parce que les pays et la CEDEAO ont pu trouver une feuille de route pour pouvoir avancer ensemble, une transition consensuelle, un président civil, un premier ministre civil. Donc, je pense qu'il y avait quand même un espace de travail. Là où les choses ont changé, je pense avec l'arrivée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à l'époque au colonel, donc qui a pris un peu les rênes du pays, qui voulait un travail de fondation qui voulait amener le pays dans une autre direction de changement réel et pratiquement de rupture avec certaines pratiques qui existaient. Donc, les choses ont commencé à être compliquées à partir de cet instant. Mais je pense que ce qu'ils voulaient aussi, c'était l'autonomie du pays parce qu'ils voyaient qu'on avait fait des choix sécuritaires comme des choix en matière de développement qui ne nous amenaient que dans le mur, on ne va pas s'en sortir et surtout les choix sur le plan sécuritaire allaient amener inéluctablement à la partition du pays. Et je pense que ces éléments ont contribué certainement et la CEDEAO n'avait pas une bonne lecture de la situation. Sa seule lecture était organiser des élections pendant que nous parlions de reconstruire un État. Donc je pense que ces deux visions allaient de manière antagoniste. Est-ce que c'est un problème de lecture? Est-ce que c'est parce que les gens qui ont lu un peu la situation ailleurs, ce sont les mêmes qui ont lu ici? Est-ce qu'il y avait seulement un problème de lecture de la CEDEAO? Il y avait un problème de lunettes, certainement. Il y avait un problème de lunettes parce que nous pensons que
c'était des lunettes peut-être françaises ou autres qui étaient utilisées pour regarder notre situation. Il y avait beaucoup d'interférences extérieures parce que le problème que nous avions ici, c'était essentiellement avec l'ancienne puissance coloniale, donc qui instrumentalise nos organisations pour obtenir un certain nombre d'éléments. Donc je pense que ça, ce n'était pas un secret pour nous parce que comme je l'ai indiqué, il y a des responsables qui sont venus nous voir pour nous dire, bon, nous, chassez les Russes et puis dites-nous de combien d'années de transition vous avez besoin. Et on va demander à la CEDEAO de vous foutre la paix. Donc à partir de cet instant, il y a des actes qui sont posés. Les fermetures des frontières et essayer de créer des sanctions économiques, physiques, pour amener à des renversements. Je ne pense pas que des pays voisins, des pays frères, puissent avoir intérêt à faire ce type d'ajustement s'il n'y a pas d'autres enjeux. Surtout que ces pays souffraient autant des sanctions contre le Mali que le Mali. Quand on regarde tous ces pays, quand on voit le niveau d'interdépendance de ces pays, sanctionner le Mali a aussi pénalisé dans une certaine mesure le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout. Donc on était un peu curieux de savoir tout ça. Alors on se plaint aussi souvent du fait que le Mali accuse trop la France. Le Mali voit trop la France. Est-ce que vous comprenez ceux qui formulent ce type de critique? Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui le disent. Bon, nous-mêmes, de plus en plus, on essaie vraiment de ne pas centrer tous nos problèmes autour de la France, même si la France est au centre de beaucoup de problèmes dans nos pays. Parce que c'est la base. Parce que nous, le problème fondamental qu'on a, c'est par rapport à l'unité de notre pays. Et nous savons que la France a une main pour soutenir des groupes qui cherchent la partition du pays. Et bon, et puis on peut se demander aujourd'hui en Afrique pourquoi ce sont les pays francophones qui essentiellement connaissent ces problèmes. Parce qu'il y a une chape de plomb, parce qu'il y a un système jacobin de colonisation qui a été mis en place et qui est différent du modèle dans d'autres pays et qui a laissé des séquelles extrêmement graves qui font que nos pays sont restés d'éternels adolescents qui n'ont pas pu grandir et que parce que le contrôle sur nos économies, sur nos systèmes politiques est tellement fort que quel que soit ce qu'on tente pour pouvoir faire là, il y a cette chape-là qui existe quelque part. Mais, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur la France parce que il y a quelques jours, j'étais dans une conférence, je disais la même chose que bon, nous-mêmes, nous sommes comptables. Parce que j'expliquais que bon, quand ceux qui sont venus immédiatement après les indépendances, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, bon, quand le colon est parti, nous-mêmes, on a mis les chaussures du colon et on a traité notre population comme le colon nous traitait. Donc, je pense que nous avons nous-mêmes aussi une responsabilité d'avoir contribué, parce que nous, Africains, ou certains d'entre nous, ont contribué à perpétuer ce système parce qu'ils ont un intérêt dedans. Donc, je pense que leur responsabilité est grande, mais comme il y a un adage qui le dit chez nous, quand un lézard entre dans un mur, c'est qu'il était fendu. Donc, je pense que nous avons aussi créé le terreau à cela. Alors, je voudrais revenir sur un point précis. C'est-à-dire que pourquoi, à un moment donné, vous refusez la France? Pourquoi vous refusez les deals de la France? Parce que quand la France sent qu'elle est en train de perdre pied, elle entre en négociation, elle essaye effectivement de vous convaincre de rester avec elle au détriment notamment des Russes. Pourquoi à ce moment-là vous refusez la main tendue de la France? Bon, je tiens juste à clarifier un peu. Nous ne sommes pas contre la France. Nous ne rejetons pas la France. Nous avons des liens historiques entre la France et l'Afrique, entre la France et le Mali. Nous nous exprimons en français. Nous nous exprimons dans leur langue, même quand nous sommes fâchés contre eux, nous le disons en français. Bon, donc je pense que entre les peuples français et les peuples africains, il y a des liens qui sont extrêmement forts. Notre problème, c'est vraiment sur le plan politique. C'est des décisions politiques. C'est des décisions de l'État français qui pose problème par rapport à son attitude vis-à-vis de nous, et en nous traitant d'une façon condescendante, irrespectueuse, et aussi
penser pratiquement que nous ne sommes pas des États souverains, qu'elle peut décider pour nous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Je pense que ce sont ces attitudes-là que nous avons dénoncées. Si la France change de posture, mais nous n'avons absolument aucun problème parce que, comme nous l'avons indiqué, notre engagement avec les pays sont fondés sur 3 principes majeurs que le président de la transition a déclinés, qui sont aujourd'hui des principes constitutionnels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Tout pays, y compris la France, qui observe ces lignes, nous n'avons pas de problème de nous engager avec ces pays, mais ça doit se faire dans la sincérité. On ne peut pas travailler avec le Mali, contribuer à répandre le terrorisme, aider des groupes séparatistes qui cherchent la partition du Mali et en même temps être ami du gouvernement pour la stabilité. Mais la France refuse ça. La France dit que ce sont des accusations fallacieuses, que vous n'avez pas d'éléments de preuve qui pourraient prouver, permettez-moi de dire ça comme ça, son implication par rapport au développement du terrorisme ou son soutien aux groupes armés. Où en est-on avec cette histoire de preuve que le Mali détiendrait contre la France? Bon, ce que nous avons, il y a des tonnes de preuves. Je crois que le gouvernement a déjà fait un communiqué avec une liste d'infractions ou de violations de notre espace aérien, de transport de groupes terroristes sur notre territoire. Je pense qu'il y a énormément d'éléments qui se passent sur le terrain. Je vous rappelle que le président Goïta, ses compagnons et d'autres ont été sur le terrain témoins d'actes de duplicité sur le terrain par rapport à ça. Et je pense que les actes de déstabilisation qui sont venus après, parce qu'on a fait d'autres choix politiques, sont bien documentés, sont légion. C'est pourquoi d'ailleurs, en août 2022, nous avons fait porté une plainte officielle devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une session spéciale pour pouvoir présenter ces éléments de preuve. Bon. Nous sommes en 2025 ou en étant? Bon, le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que nous avons fait une plainte et la France elle-même à ce jour n'a ni dit ni oui ni non à cela. Je pense que s'il y a d'autres déclarations qu'on veut faire, je pense que c'est mieux qu'on ait cette session. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que nous avions mis en cause la responsabilité de certaines puissances par rapport au soutien au terrorisme. Aujourd'hui, le directeur national du renseignement américain est sorti publiquement pour reconnaître quand même que des pays comme les États-Unis et certainement d'autres pays occidentaux ont apporté un soutien direct à des groupes terroristes. Donc, je pense que ce qu'on dit à l'époque, que les gens pensaient qu'on était des illuminés, qui sortaient des bois, aujourd'hui, des officiels américains, y compris leur président et d'autres officiels, commencent à admettre. Nous espérons que, nous, on n'a pas de doute là-dessus. Et ceux à qui on parle aussi savent de quoi nous parlons. Donc, c'est une question d'avoir une session ici et là. Ça veut dire que la France même n'était pas seule. Beaucoup d'autres puissances ont la main dans la constitution, la formation, l'action de ces groupes terroristes. Comme notre président le dit, il ne faut pas qu'on soit naïf. Aujourd'hui, le terrorisme est utilisé comme un instrument de déstabilisation de nos pays. Autrefois, on cherchait des rébellions, on cherchait des manifestations dans les rues, on utilisait les syndicats. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ce qu'ils souhaitent qu'on fasse, mais subitement, ces groupes sont formés, sont activés pour pouvoir... Ça, le terrorisme a essentiellement un objectif politique qui est visé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui vous accuse d'ingratitude? Selon lui, le Mali ne serait plus un État si la France n'avait pas intervenu. Je pense que la France ne serait pas un État non plus si le Mali et l'Afrique n'étaient pas intervenus à l'époque pour pouvoir se battre pour la liberté de la France. Je pense qu'entre États, on n'est pas des questions de gratitude ou d'ingratitude parce que toute vie humaine est importante. Mais on parle de quoi? Bon, il y a une 50aine de soldats français qui ont perdu la vie ici. Je m'incline devant leur mémoire. Mais quand on parle des tirailleurs africains, y compris maliens, qui sont morts pour la liberté de la France et de l'Europe, mais c'était dizaines de milliers. Donc, ceux qui parlent, ils doivent aussi se remémorer et connaître leur propre histoire avant de s'engager dans ce type de considération. Donc, mais je pense que ceci dénote encore une fois que les gens ont des attitudes condescendantes vis-à-vis de l'Afrique. Je pense que c'est qu'on nous répond. Est-ce que la France a la même attitude vis-à-vis des États-Unis?
qui ont aussi sauvé la France. Donc je pense qu'on n'est pas dans des considérations de cette nature-là. Et puis ceux qui sont venus, mais ils sont venus pour leurs intérêts. Ils sont venus pour leurs intérêts. Il n'y a pas de cadeau qu'on fasse à quelqu'un. Donc, je pense que quand les États s'engagent, il ne faut pas qu'on soit dans des attitudes de paternalisme, de dire qu'il faut que chaque fois quelqu'un vienne. Vous n'avez pas dit merci. Vous ne savez pas dire merci. Non, on a dit merci. Non, merci se fait parce qu'il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui ont perdu la vie dans quelque chose. On n'a pas dit que ça, c'est pas important. Mais, en définitive, la position du Mali, ce n'est pas sur cette question de reconnaissance, c'est de dire que est-ce que ce pourquoi vous êtes venu, vous avez contribué à le régler ou à l'aggraver. Prenez la photographie de 2012, avant la chute du colonel Kadhafi, et faites la photographie au moment du départ de ces forces étrangères. Pour un petit problème qui était localisé dans une petite partie de notre pays, ça s'est répandu partout. Est-ce que, en toute sincérité, on peut penser que l'une des armées les plus puissantes au monde qui puisse être là face à des groupuscules pendant des années et qu'on n'ait pas pu résoudre ce problème et qu'on nous demande encore de rester dans ce paradigme qui nous amène seulement à la partition de notre pays. Donc je pense que ce n'est pas une question de reconnaissance, c'est un constat que le problème n'a pas pu être réglé et que c'est lui qui est là pour régler le problème à la main dans le problème. Alors, j'ai envie, et on va sortir de là avant de prendre la première question d'un confrère, de votre avis. Plusieurs analystes estiment aujourd'hui que celui qui a, entre guillemets, aggravé les tensions entre la France et certains pays africains, c'est le président actuel Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez effectivement que son arrivée à la tête de la France a changé? Bon, je pense que vous-même, vous n'arrivez pas à sortir de la question française. Hein? C'est une question centrale. On ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, de la lutte pour la souveraineté, sans parler de la France. Elle a un rôle prépondérant dans ce qui se vit dans nos pays, donc il faudrait bien qu'on ait là de cela. La question, c'est de savoir, est-ce que selon vous, l'arrivée de Macron a changé quelque chose dans l'aggravation des tensions qui existaient déjà entre certains pays africains et la France? Bon, je ne veux pas personnaliser, il appartient à la France de choisir ses dirigeants, mais il faut, parce que certains acteurs français accusent. Mais les dirigeants qui sont là ne connaissent pas, ne comprennent pas l'Afrique et ne respectent pas l'Afrique, ne respectent pas le Mali. Donc, à mon avis, vous savez, dans nos pays de grande tradition, je pense que la façon de faire est souvent aussi importante, sinon plus importante que ce qu'on fait. Donc, quand on respecte quelqu'un dans nos pays, on peut tout obtenir. Mais aussi, nous, Maliens, nous pouvons être très têtus quand quelqu'un décide de ne pas nous respecter et tu peux nous amener dans nos derniers retranchements. Et je pense que certains dans le leadership français sont dans cette posture de penser que par la force, par l'irrespect, on peut obtenir un certain nombre de choses. Je crois que ça ne marche pas avec nos pays. Nous sommes matures, nous comprenons que pour que les pays puissent œuvrer ensemble, on a des intérêts communs et que pour ces intérêts communs, on doit travailler dans la sincérité. On doit travailler dans la recherche de l'intérêt mutuel. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de dirigeants, pas seulement français, même européens, ont besoin vraiment de prendre beaucoup de recul pour regarder ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la jeunesse africaine, qui n'est plus complexé, qui a une autre façon de voir, qui veulent qu'ils prennent le temps de respecter les gens, d'avoir un autre type d'engagement avec les gens et de travailler à créer des intérêts mutuels que d'être dans des postures qui sont totalement contre-productives. Et je pense que si certains dirigeants s'asseyent pour dire que ça c'est la propagande russe ou etc., les gens qui parlent mal d'eux ou qui ont une autre vision, je pense que ça sera une très grosse erreur. Parce qu'ils ne pourront pas prendre au sérieux les récriminations qui viennent des rues africaines, des dirigeants africains pour les intégrer et adapter leur attitude au continent sur la base de ça. Je pense que c'est ça le plus gros problème. Les gens pensent que c'est un problème de communication, c'est un problème d'éléments de langage. Il suffit de remplacer un mot par un autre. Et surtout, même les gens ne considèrent même pas qu'on a la capacité de prendre des décisions, parce que nous-mêmes, on a été victimes de ça. Ici au Mali, je sais que quand on faisait même nos communiqués, certains disaient que non, ces communiqués sont faits au Kremlin. Donc ça veut dire que les gens ne pensent même pas que vous avez l'intelligence de connaître votre problème
et d'engager. Donc je pense que cette vision de l'Afrique, des Africains, aujourd'hui nous avons tous, vous, nous, d'autres, on a été dans les mêmes écoles que beaucoup de ces gens, on a les mêmes parcours, etc. Donc il n'y a pas de complexe. Donc la génération actuelle dans les rues africaines n'est pas celle qui a connu la colonisation ou autre. Donc si nos partenaires ne changent pas leur regard et leur modèle d'engagement vers l'Afrique et se dire que bon, c'est des gens matures, bon, ils ont peut-être connu quelques difficultés, mais c'est pas des gens bêtes du tout, ils sont capables de même réussite. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes contextes politiques ou économiques pour réussir. Je pense que les partenaires de l'Afrique, en tout cas les partenaires sérieux de l'Afrique, beaucoup commencent à comprendre qu'il est nécessaire de s'asseoir avec les gens et de chercher à travailler dans le respect, mais en essayant de promouvoir son intérêt. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage de poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est $180, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais pas
c'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.